Bienvenue à tous et surtout, pas de pause. Sans plus tarder, aujourd'hui, On regarde derrière la pochette. Cannibal Holocaust, 1980, Italie. Lors d'une mission de sauvetage dans la forêt amazonienne, un professeur découvre le documentaire perdu filmé par une équipe de tournage disparue. D'une durée d'1h35, le film fut réalisé par Ruggero Deodato à partir d'un script de Gianfranco Clerici. La bande sonore fut composée par Red Ortolani et la cinématographie est celle de Sergio Dorfisi. Pour leur part, les effets spéciaux ont été réalisés par Massimo Quistini. Le film met en vedette Robert Kirkman dans le rôle du professeur Harold Monroe, Francesca Ciardi dans le rôle de Faye Daniels, de Perry Pickanen dans le rôle de Jack Enders, de Carl Gabriel Lio dans le rôle d'Alan Wake et de Salvatore Basile dans le rôle de Chaco. Une femme, un film, un scalpel. Cannibal Holocaust, le légendaire film de cannibale de Ruggero Deodato. Banni dans plus de 60 pays, plus connu pour ses scènes de cruauté animale et tout le scandale juridique post-lancement que pour son contenu pourtant encore si actuel. Mais qu'en est-il du film, me demandez-vous? À mon humble avis, le film est excellent. C'est sûr, j'endosse pas les scènes de cruauté animale, malheureusement trop présentes dans le cinéma mundo. Mais condamner le film sans prendre la peine de l'écouter, je trouve ça vraiment injuste. Le film est super d'actualité encore aujourd'hui. On est plus que jamais prêt à tout pour aller chercher une image ou du contenu. Dans le film, c'est des documentaristes, alors que nous, aujourd'hui, c'est les créateurs de contenu. Mais revenons à l'histoire. Le film se déroule en 2 temps. Soit lorsqu'on suit le professeur Monroe, qui part en Amazonie, en territoire cannibale, pour tenter de retrouver l'équipe de tournage dirigée par Alan Wake. Il retrouve que les bobines de films tournées par l'équipe disparue et revient à New York pour les regarder. L'autre ligne du temps est celle qui se trouve sur les dites bobines. On alterne de manière fréquente entre les deux lignes narratives. Notons ici que Cannibal Holocaust est de ce fait le premier film majeur à avoir utilisé la technique narrative de found footage, et ce, 19 ans avant The Blair Witch Project, qui a popularisé le style par la suite. En effet, Deodato avait demandé à ses acteurs de rester hors de la vue du public, de ne pas assister à aucune campagne promotionnelle ni à la première du film. Ça a super bien marché, peut-être un peu trop, parce que quelques semaines après la sortie du film, il fut arrêté sur des accusations d'avoir produit un snuff movie. Les acteurs ont dû se présenter en cours pour défendre le réalisateur. Bien sûr, les charges furent annulées, mais ça reste quand même un gros morceau ajouté au mythe entourant le film. L'ambiance du film est à l'image des trames narratives, scindées en deux. La partie suivant le professeur Monroe est calme puis presque dénudée de toute scène horrifique. Je vous dirais presque aussi dénudé que Robert Kirkman, l'acteur qui joue le professeur Monroe, lui-même une ex-porn star dans les années 70, il a la moustache qui fit. Alors que la partie de found footage, elle, est erratique, violente puis amorale. C'est dans cette partie que la majorité de l'horreur est présente. La beauté des images du style Mondo est en totale opposition avec les scènes sordides qui sont montrées sans retenue, sans filtre, sans réserve. Ça donne un film qui nous accroche malgré les atrocités qu'il nous présente. Je tiens aussi à féliciter le jeu des acteurs principaux du film. Même si le film reste assez simpliste dans son scénario, chacun des acteurs reste criant de vérité et réussit à provoquer du sentiment voulu. Kirkman, en professeur Monroe, est la boussole morale de l'histoire. Son calme et son empathie est contagieuse. On s'identifie à lui, même si en réalité, il est juste le témoin de l'histoire principale. Pour ce qui est de York et Purkanen, soit respectivement Alan et Jack, ils réussissent à être abjects dès les premières scènes. On sait dès le départ qu'ils seront des antagonistes immoraux et détestables. De son côté, Francesca Ciardi se balance entre la moralité et le désir de gloire. Pas aussi prête à tout que ses deux collègues, mais quand même facilement entraînable dans leur plan. On sent son ambiguïté, puis c'est la seule du groupe des disparus pour lequel on peut avoir un petit peu de sentiment. Finalement, Salvatore Basile amène par sa désinvolture totale un petit côté presque comique dans un film où le rire a très peu de place. Là où le film vient vraiment me chercher, c'est dans le message. L'apparence est souvent trompeuse et les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on pense. L'homme moderne est-il plus sauvage que celui des tribus primitives que l'on juge sans chercher à comprendre? Un geste horrible fait consciemment n'est-il pas plus regrettable qu'un geste fait instinctivement en réponse à une situation qu'on comprend pas?
Lorsqu'on va au-delà des images choquantes puis des controverses, le film peut être la source d'une discussion sur la nature humaine beaucoup plus profonde que la grande majorité des films d'horreur plus grand public. Cependant, je serais hypocrite de ne pas mentionner que le film a peut-être mal vieilli. En effet, les scènes de cruauté animale gratuite, qui n'avancent en rien le déroulement de l'histoire, semblent être encore plus déplacées aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque. Les conditions de tournage inacceptables, puis toutes les histoires négatives concernant le comportement de Deodato seraient à même de créer une campagne de boycottage dans le climat social actuel. En effet, celui-ci a filmé des scènes intimistes entre York et Ciardi, qui était un couple à l'époque, sans avertir celle-ci. Il aurait menacé certains acteurs de les laisser dans la jungle s'ils ne suivaient pas ses directives. D'autres rumeurs stipulent que les acteurs locaux n'ont tout simplement pas été payés pour leur participation au film. Rien de bien reluisant pour le réalisateur. Mais en même temps, ça continue de nourrir le mythe du film, n'est-ce pas? Le film est, plus que beaucoup d'autres films de cette époque, le produit d'un temps révolu. Là où les classiques comme An American Werewolf in London ou Carrie ne semblent jamais vouloir s'essouffler, Cannibal Holocaust, lui, semble être à bout de souffle. Malgré tout, je vous le conseille sans réelle hésitation. Soyez avertis, c'est pas un film facile, sa réputation est loin d'être surfaite. Cependant, si vous avez l'estomac solide puis vous êtes capable de voir au-delà de la provocation, le film mérite amplement d'être vu. Vous allez être attiré par la beauté des images puis de la trame sonore, capturé par l'histoire d'une réalité rarement montrée, choqué par les scènes d'horreur sans filtre, et à la fin, vous resterez perplexe face au message sous-jacent que le film nous livre. Moi, je vous demande, c'est qui les véritables monstres ici? Cannibal Holocaust a-t-il un public cible? À qui s'adresse le film Cannibal controversé de 1980? À tous ceux qui aiment le cinéma d'horreur choquant et provoquant. Aussi, à ceux qui par curiosité veulent savoir si tout le blabla négatif autour du film est justifié ou si c'est simplement un très vieux stunt publicitaire qui a mal vieilli. Les frayeurs. Difficile de choisir une scène plus qu'une autre ici, parce que les moments choquants dans le film se suivent les uns après les autres. Néanmoins, si vous avez vu la version non censurée du film, une scène s'impose d'elle-même par son réalisme malheureux. Spoilers! Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgaché, vous êtes averti. La mise à mort de la tortue et son éviscération reste la scène la plus citée négativement quand on parle du film. Les acteurs sur le tournage ont eu des malaises. Certains ont refusé de faire la scène. Deodato et l'équipe se sont engueulés. Les esprits étaient échauffés. C'était le chaos total. Ce qui est encore plus écœurant, c'est que scénaristiquement, ça emmène à rien à l'histoire. C'est choquer juste pour le plaisir de choquer. Deodato s'est expliqué en disant que de mettre de vraies scènes de violence en début de film influençait l'auditoire à croire que les fausses scènes vues plus tard dans le film pouvaient être vraies elles aussi. De cette manière, il rendait son film beaucoup plus efficace et ça en valait la peine. Il a même rajouté que tous les animaux tués durant la production ont été consommés par les équipes de tournage locales et donc pas tués pour créer juste des images choquantes. Personnellement, ça sonne comme une tentative de rattrapage ratée. Mais comme on dit, autre temps, autre mœurs. Par contre, même le professeur Monroe vous dira I wonder who the real cannibals are. Jusque dans les... Avant de conclure, laissez-moi vous donner quelques faits divers sur le film. Après avoir vu le film, le réalisateur Sergio Leone a écrit à Deodato. Quel film, mon ami! Mais le réaliste de la deuxième partie risque de te poser bien des problèmes. Je pense qu'il savait pas à quel point il était exact. Au Japon, c'était le deuxième film le plus populaire en 1983, et ce, seulement derrière E.T. l'extraterrestre. Le titre original du film devait être The Green Inferno. C'est pour ça qu'en 2013, quand Eli Roth a tourné son film de Cannibal, il a donné ce titre-là en hommage au film de Deodato. Cannibal Holocaust est le deuxième film de la trilogie Cannibal de Deodato. Les deux autres étant The Last Cannibal Well en 1977 et Cut and Run en 84. Et pour finir, le nom de porn star de Robert Kirkman était Herbola. Dans mon carnet noir. Sur le Chocobite, je donne à Cannibal Holocaust, pour le sexe et la nudité, un 4.5 sur 5. Pour la violence, un 4 sur 5.
Pour l'aspect gore et le sang, un 5 sur 5. Pour l'utilisation de drogue, alcool ou d'un langage ordurier, un 2 sur 5. Et pour l'aspect peur, trauma et terreur, un 3.5 sur 5. Cannibal Holocaust, dans sa beauté, dans sa violence, dans sa controverse et dans son message, mérite un 6.5 sur 10. Les réflexions dans le noir. Quand j'ai commencé à travailler sur l'idée de ce podcast-là, dans ma tête, c'était sûr que Cannibal Holocaust était le premier film que je couvrais. Parce que pour moi, Cannibal Holocaust, c'est le plus grand paradoxe de l'histoire de l'horreur. Quand on pense au film, on pense surtout et principalement à toute la controverse, toute la violence, toute la cruauté gratuite, tout le mythe qui soit vrai, exagéré ou amplifié, on le saura jamais. Mais c'est ça qui attire l'attention. La majorité des gens qui l'ont pas vu disent qu'ils n'écouteront pas à cause de ça. Par contre, quand on prend le temps de l'écouter, on découvre un film qui est tellement plus profond que ça. Premièrement, les images sont hallucinantes, sont super belles, c'est bien tourné. La musique est super belle. Et puis le message est tellement d'actualité encore aujourd'hui, tu sais. Mais on n'est pas capable de le voir parce que on est ébloui par tout le côté négatif qu'il y a sur le film. J'en ai parlé pendant le podcast. C'est sûr que c'est un produit d'un temps révolu, puis c'est des techniques de tournage toxiques qui aujourd'hui ont plus leur place. Puis on y va pour le choc facile, oui. Mais on parle d'un film tourné en 1980 qui focus sur des cannibales, mais qui quand même réussit à décrire la société d'aujourd'hui comme si ça avait été filmé hier. T'sais, on est prêt encore aujourd'hui à cannibaliser notre prochain juste dans le but d'aller chercher plus de gloire, plus de vues. La morale de l'homme civilisé est disparue. C'est ça qu'on nous montre dans le film, là. Les gentils documentaristes qui sont prêts à tout faire pour avoir une image, même à provoquer la merde. C'est ça qui leur ramène à leur destin tragique, là. Mais on n'a pas changé. On est encore comme ça aujourd'hui. Tu sais, est-ce que ça devrait pas être un message un petit peu ironique de voir qu'un film d'horreur si violent, si mal aimé est la meilleure représentation de notre société actuelle? Je pense qu'on peut réfléchir à ça puis se poser des questions en tant que société, là. Mais au final, faut pas s'en faire à croire, là. C'est beau les belles paroles, mais ça reste que c'est juste un film. Puis un film, c'est là pourquoi? C'est là pour peut-être nous faire réfléchir, mais c'est surtout pour nous divertir, faire passer un bon temps, nous donner des sensations fortes. Puis ça, ben, Cannibal Holocaust, c'est réussi, là. Pour le bon ou pour le mauvais, on reste pas insensible quand on l'écoute. Donc, c'est ça pour moi. Cela conclut le premier épisode de La Pause Frayeur. Je crois malheureusement qu'il est temps pour vous de reprendre le boulot. On se revoit à votre prochaine pause. Le temps est écoulé. La pause est terminée. Temps pour vous de retourner à cette plate normalité. Du moins, jusqu'à la prochaine pause.